J'ouvre L'école fantôme, le livre de Robert Redeker, et je lis. Écoutons nos contemporains. Tournons le bouton d'un poste de radio. Allumons notre télévision. Branchons-nous sur quelque réseau social, Facebook ou Twitter. Parcourons les colonnes des journaux. Nous ne tarderons pas alors à rédiger un avis de recherche dans les termes suivants. Quelque chose a disparu de notre paysage auditif. Un ersatz est venu remplacer cet absent. Quelle chose? Quel ersatz? La langue française. Ce n'est plus la langue française que nous entendons. Ce n'est plus elle que nous lisons. La langue française ne répond plus à l'appel de son nom. Il y a eu usurpation d'identité. Une autre langue se fait passer pour elle. Fin de citation. Fabrice Lucchini ne se résigne pas à ce remplacement. Depuis de nombreuses années déjà, sa double passion de la langue et de la pensée l'a conduit à dire sur scène, et pour un public toujours plus nombreux, Céline, La Fontaine, Nietzsche, Valéry, Proust, Claudel, ou encore Le bateau ivre de Rimbaud. Et à la rentrée prochaine, il proposera, dans la salle Réjane du Théâtre de Paris, un nouveau spectacle sur l'argent. Ma première question n'a rien d'original, mais elle est incontournable. Pourquoi ce thème, Fabrice Lucchini, et pourquoi sollicitez-vous les écrivains à l'heure où ce sont les économistes qui font la loi? À l'origine, j'ai eu le fantasme en 2008 de faire un spectacle sur l'économie. Ça n'a pas résisté du tout, car l'économie, c'est déjà abstrait, mais alors théâtralement, c'est l'horreur. Alors, Dominique Régnier, qui est un politologue de Sciences Po, m'a dit « Tu devrais plutôt faire un spectacle sur l'argent ». Il m'a envoyé des textes denses, énormément de Zola, énormément. Et puis, j'ai vu que là, quelque chose résistait. C'était une idée, mais elle avait une puissance, une fécondité qui se retournait contre elle. J'ai laissé tomber, et puis il y a 2 ans, je me suis interrogé, j'avais l'envie de faire un spectacle sur Pascal et sur Nietzsche, et puis on me parlait beaucoup de Péguy, vous me parliez de Péguy, des gens aussi bizarres que Yann Moix, parce que moi je suis assez loyal, je donne mes sources, 2-3 personnes, mais vous en premier, me parliez de Péguy. Et j'ai rouvert ce texte, et j'ai commencé à me dire comment je pourrais agencer, ne pas faire ce paquet de textes, mais les structurer, les agencer, apporter du Cioran, apporter du Bruckner, et puis tout d'un coup, quelque chose est né, et je tiens à dire, tout simplement, c'est que nous avançons, nous les comédiens, de manière extrêmement aveugle, très à tâtons, et c'est les premiers spectateurs dont vous faites partie qui nous renseignent sur le projet que nous avions. Alors je ne sais pas si je saurais vous renseigner sur ce projet. Il est vrai que je fais partie des privilégiés qui ont vu ce spectacle dans une petite salle rue des Déchargeurs, avant que vous ne le présentiez, donc, comme je le disais, à la rentrée dans un grand théâtre parisien. Mais explorons un peu les choses. Nous parlerons longuement de Péguy, en effet, parce que j'ai été très ému à la fois par votre lecture et par les commentaires dont vous l'accompagnez. Mais je disais que vous sollicitez des écrivains, pas seulement. Très vite, Marx est présent, Marx accompagné de Shakespeare. Et Marx, qui a d'ailleurs dans le passage que vous lisez, que vous dites, un talent d'écrivain extraordinaire. Alors arrêtons-nous un instant sur ce texte des manuscrits de 1844. J'en lis un peu? Éventuellement. Alors oui, c'est une idée de Dominique Régnier, et là c'est pas moi qui ai trouvé Marx, et je dis avec un peu de fantaisie, jamais j'aurais imaginé qu'un jour je dise du Marx. Ça commence donc par ce qui, grâce à l'argent, est pour moi ce que je peux payer, c'est-à-dire ce que l'argent peut acheter, eh bien je le suis moi-même, moi, le possesseur de l'argent. Ma force est tout aussi grande qu'est la force de l'argent. Les qualités de l'argent sont mes qualités et mes forces essentielles. À moi, son possesseur. Ce que je suis et ce que je peux n'est donc nullement déterminé par ce que je suis. Prenons un exemple. Je suis laid, mais je peux m'acheter la plus belle femme. Donc je ne suis pas laid. Je ne suis pas laid parce que l'effet de la laideur, sa force repoussante, est anéantie par l'argent.
Je suis un homme mauvais, malhonnête, sans conscience, sans esprit, mais l'argent est vénéré, donc son possesseur aussi. Je passe pour aller vers la fin. Vous voulez que je continue précisément? Pour arriver à Shakespeare, je coupe un peu Marx, qui n'est pas coupé dans mon spectacle. Et l'argent, donc, pour Marx, est la divinité visible, la transformation. Parce que, en un mot, le schéma de Marx, c'est que sa perversion, c'est que mon argent ne transforme-t-il pas toutes mes impuissances en leur contraire? Voilà la grande idée. Et pour lui, l'argent est la divinité visible, la transformation de toutes les qualités humaines et naturelles en leur contraire, la confusion et la perversion universelle des choses. Et ça, c'est le grand concept. Il fait fraterniser les impossibilités. Voilà, c'est magnifique. Hein, il fait fraterniser les impossibilités. Je donne un petit commentaire. C'est Trump, quoi. On va aller un peu. Je suis rien au niveau de ma substance, mais j'ai beaucoup. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est énorme. Et là, il parle de Timon d'Athènes. C'est le moment? Oui, on peut y aller, et après, je commenterai un peu. Alors Timon d'Athènes, il dit, et à un moment, il dit, ce que je ne peux en tant qu'homme, donc ce que ne peuvent toutes mes forces essentielles d'individu, je le puis grâce à l'argent. Donc l'argent fait de chacune de ses forces essentielles ce qu'elle n'est pas en soi. C'est-à-dire qu'il en fait son contraire. D'où la perversion, et ça, il cite à un moment ce monologue, Timon d'Athènes entre en disant, la tête savante fait plongeon devant l'imbécile vêtu d'or. Tout est oblique, rien n'est uni dans notre nature maudite que le sentier direct de la perversité. Puis là, il découvre un trésor de l'or. Tiens, il y a de l'or là, cet or jaune, ce brillant et précieux inconstant. Ce peu d'or suffirait à rendre le noir blanc. Voilà, puis il y a énormément de métaphores, mais déjà celle-là est sublime. Ce peu d'or suffirait à rendre le noir blanc. Et il termine après une description de plein de choses sur l'argent. C'est lui qui fait remarier la veuve flétrie, celle dont ses ulcères dégoûteraient l'hôpital. L'or la parfume et l'embaume et la ramène au mois d'avril. Ce passage de Shakespeare m'évoque une citation du livre de Pascal Bruckner, La sagesse de l'argent, qui est présente dans votre spectacle, celle d'un boxeur, Larry Holmes. C'est dur d'être noir, je l'étais autrefois quand j'étais pauvre. Vous voyez? Donc, mais justement, c'est ce qui est intéressant aussi chez Marx. Cette verve témoigne également de sa fascination pour le monde qu'il décrit et qu'il critique. Fascination qu'on retrouve même dans le manifeste du Parti communiste. Pourquoi? Parce que l'argent a malgré tout cette vertu pour lui d'abolir les hiérarchies. Dans les sociétés aristocratiques, les hommes sont séparés par des différences de nature. Les barrières sont insurmontables. Et tout d'un coup, l'argent fait fraterniser les impossibles. Donc, ces barrières, si vous voulez, sont transgressées. Et donc, ce moment d'ébullition, d'effervescence, cet équivalent général, pour Marx, peut avoir quelque chose de libérateur, et en même temps, il a quelque chose d'effrayant, dès lors que la logique de la marchandise s'étend à toutes les sphères de l'existence humaine. Et là, une autre citation de Pierre Berger, que nous connaissons tous. « Moi, je suis pour toutes les libertés, louer son ventre pour faire un enfant, ou louer son bras pour travailler à l'usine, quelle différence ?» Donc, vous voyez, la justification de la marchandisation du corps, de la gestation pour autrui, au nom de la liberté. Ça, donc, c'est la folie monstrueuse d'un monde totalement soumis au règne de l'argent, mais d'un autre côté, pour Marx, il y a aussi, je crois, cet effet libérateur, d'où le caractère, si vous voulez, ambivalent, magnifiquement ambivalent du texte que vous nous avez lu. Alors, vous savez que je l'avais pas du tout compris comme ça. C'est ça qui est extraordinaire. Peut-être que j'ai tort, alors. Mais non. Mais c'est que nous, on ne comprend pas grand-chose. Nous sommes des interprètes, et c'est le public. Alors, quand on a la chance d'en avoir un qui est attentif, passionné, nous renseigne beaucoup. Moi, j'étais persuadé que Marx expliquait, en gros, le peu que j'ai compris, parce que je suis pas un grand lecteur de Marx, c'est que il fait fraterniser les impossibilités. C'est-à-dire, il donne une atmosphère magique à une impuissance, il en fait une puissance, au sens de Spinoza peut-être. Une impuissance qui serait, je suis une merde humaine, je suis un lâche, une merde, et tout d'un coup, mon argent fait de moi une puissance. D'ailleurs, je comprenais pas bien ce texte, je vous avoue, je ne le comprenais pas bien, et j'avais besoin de Shakespeare, parce que, en une phrase, et ça, la supériorité des grands génies, c'est énorme.
ce peu d'or suffirait à rendre le noir blanc. Bah ça y est, on a compris. Hein. Le peu d'or suffirait à rendre le noir blanc. Voilà, on a compris, il n'y a rien à dire. Alors après, on se dit, qu'est-ce qu'il n'est pas dans la nuance, le Shakespeare? Et c'est pas Nietzschéen au sens malheur à moi, je suis nuance, parce qu'il répète, et je le répète inlassablement dans mon spectacle, c'est lui qui fait remarier la veuve flétrie, celle dont les ulcères dégoûteraient l'hôpital, lors la parfume et l'embaume et la ramène au mois d'avril. Alors peut-être aussi, c'est la traduction qui est peut-être jamais exactement de la dimension d'une poésie puissante. Voilà. Et voyez, la veuve flétrie se remarie, c'est absolument terrible, et en même temps, la nature est vaincue. C'est-à-dire, grâce à l'argent... Ah oui, je ne savais pas qu'il y avait un double sens. Eh bien oui, la veuve flétrie trouve le moyen d'être réintégrée sur le marché de la séduction. Donc ça a des vertus, alors. Donc, moi, j'étais persuadé qu'ils disaient du mal de l'argent. Ils disent les deux, c'est ça qui me semble. C'est extraordinaire. Moi, j'ai l'impression qu'ils disent les deux. Là, la limite de notre métier et l'importance d'une émission comme celle d'Alain, c'est que le monde de la pensée demande des nuances que le théâtre ne peut pas pratiquer au sens de l'élaboration conceptuelle. C'est là où c'est un métier qui a une urgence, c'est l'organique, l'émotionnel, c'est la magnifique phrase de Jouvet, le théâtre n'est pas fait pour comprendre, il est fait pour sentir. Donc on n'a rien à comprendre. Alors évidemment, je n'avais pas compris qu'il est à double sens. Donc vous me renseignez et j'en rate pas ma matinée. Vous m'avez renseigné sur Marx. Et je ne rate pas la mienne non plus, mais on retrouve cette ambivalence, je le disais, dans le manifeste du Parti communiste. La bourgeoisie, là où est arrivée au pouvoir, a détruit tous les rapports féodaux, patriarcaux, idylliques. Elle a déchiré sans pitié la multiplicité colorée des liens féodaux qui attachaient l'homme à ses supérieurs naturels. Et elle n'a laissé subsister d'autres liens entre l'homme et l'homme que l'intérêt nu, que le froid argent comptant. Donc c'est terrible, et en même temps c'est libérateur, mais j'ajouterais que c'est peut-être aussi injuste pour la bourgeoisie, parce que on identifie le règne de l'argent avec justement la domination bourgeoise, sauf que la bourgeoisie a voulu aussi se distinguer des autres classes, ce que lui reproche Bourdieu, mais par quoi ? Par la culture. La grande distinction bourgeoise, c'est la culture. Donc, l'âge d'or de la culture, c'est la bourgeoisie triomphante, qui a justement produit une classe cultivée, et c'est aujourd'hui que nous entrons dans une ère post-bourgeoise, qui est Trump. Oui. Où l'argent fait tout et où... il n'y a même plus de reconnaissance, c'est qu'à le terme de Bourdieu, la distinction. Voilà, la distinction. Voilà. Il n'y a plus de distinction. La distinction. Alors, pardonnez-moi, la distinction, moi je connais mal Bourdieu, mais la distinction, oui, on a compris, ils sont contents d'aller à l'opéra, ils se repèrent, ils sont de la même classe sociale. C'est un peu moins vrai, il y a un élargissement du tout culturel, dans le bon sens du terme, qui a élargi l'accès à l'opéra. Quant au théâtre, effectivement, faut pas se leurrer, c'est des sectes qui viennent au théâtre. C'est évident qu'il faut mieux un papier dans le Figaro pour que les gens aillent au théâtre, mais en même temps, on en parlera de Bourdieu une autre fois. On en parlera une autre fois. Mais d'un autre côté, la culture... Ça n'est pas que la distinction de classe. Non. Rimbaud dans son génie, même si la bourgeoisie accède à Rimbaud, ça n'est pas qu'un signe de reconnaissance entre bourgeois, bien entendu, avec des Loden et des Teckel. C'est surtout que la classe dominante d'aujourd'hui n'a pas le même souci de la culture que la bourgeoisie du 19e, autrefois. D'où cette phrase d'un très très grand moraliste, auteur d'aphorismes, aussi grand je crois que Sioran, même s'il est moins connu que lui, Nicolas Gomez d'Avila: tout ce qui sépare les pauvres des riches, c'est l'argent. Mais ça, c'est une vérité contemporaine. Il y avait d'autres séparations que l'argent entre les pauvres et les riches. Maintenant, peut-être, n'y a-t-il plus que celle-là, parce que nous sommes entrés dans un âge post-bourgeois, où le capitalisme, justement, a peut-être donné congé à la bourgeoisie, la nouvelle classe dominante, qui ne se pratiquera même plus la distinction. Voilà. Et ce sera même plus ça. Même plus ça. Oui, mais Marx... Et il n'est pas vrai. L'interprète que vous êtes, en lisant Marx et Shakespeare, fait sentir l'ambivalence dont je parle. Ce n'est pas moi qui a conféré votre spectacle. Mais alors, vous l'avez transmise malgré vous. Juste un paradoxe. Voilà l'un des grands paradoxes. Je ne savais pas ce que je racontais. Là, je vous avoue, comme depuis 2 ans et demi, je travaille le Rimbaud, et j'ai pendant 2 ans et demi essayé de restituer des rythmes et des sonorités auxquels je ne comprenais rien. Alors en même temps, Fabrice Lucchini, je pense que vous savez ce que vous racontez, notamment quand vous parlez de Peggy. Donc passons à Peggy maintenant. J'ai été évidemment
très ému de vous voir lui consacrer une grande part de votre spectacle, Fabrice Lucchini, parce que Péguy a été longtemps dans une sorte de purgatoire, considéré comme l'un des fondateurs avec Barrès du fascisme, voire du national-socialisme français. Ceux-là même qui s'en réclamaient comme Edouard Plenel ne gardaient que le Péguy socialiste, le tournant patriotique, le tournant catholique, ils ne voulaient pas en entendre parler. J'ai écrit le Mes contemporains un peu pour réparer ce qui m'apparaissait comme une injustice et notamment insister sur le fait qu'il a écrit Notre jeunesse, ce manifeste Dreyfusard en 1911, alors qu'il était déjà patriote et catholique et que tous les anti-Dreyfusards s'apprêtaient à lui faire fête. Mais peu importe, j'ai été... La France rancie, hein, voilà. C'était la France de Bernard-Henri Lévy, etc. La France moisie. La France, mais j'ai été très ému parce que mon amour de Péguy, c'est aussi l'amour de sa langue. Une langue qui transgresse les règles traditionnelles du bien écrire, parce que Péguy fait de la répétition non plus un péché capital, mais un art, une poésie sublime. Péguy, c'est la beauté envoûtante de la répétition, c'est l'introduction de la mélopée dans la prose française. Et vous lisez très bien un long passage sur l'argent. Alors, parlez-nous des raisons de votre choix. Lisez-nous des extraits de ce Le mieux, passage. c'est que je lise des extraits. Voilà, très bien. Pas perdre de temps sur le commentaire. Vous voulez que je fasse comment ne pas regretter la sagesse d'avant ou carrément nos vieux maîtres et donner la petite information. C'est que le miracle pour Péguy, le peu que j'en connaisse, c'est que cet homme dont la maman faisait des chaises en paille, et donc un ouvrier, je crois, autour d'Orléans, je connais pas bien tout ça, mais je crois que c'était autour d'Orléans, cette femme faisait des pailles, il a toute une thèse, entre guillemets, on aime Péguy parce que c'est quelqu'un de très pointu, je sais pas si c'est Alain ou quelqu'un d'autre qui a dit que c'est du bac. Et je pense que Thomas Bernhardt aussi s'est beaucoup inspiré de cette répétition. Thomas Bernhardt prend, les gens ne savent pas, mais donc, il est fils d'une femme qui fait des pailles, et c'est la grande thèse comme quoi, à l'époque, peut-être qu'il invente encore, ou qu'il enjolive. On faisait le dessous de ce qui est en dessous, le siège, de la même manière que dessus, parce qu'ils étaient de la race des fabricants des cathédrales. Il y a chez lui un délire un tout petit peu sublime d'imaginer une classe ouvrière dans un état de chant, de joie, qui ne renacle jamais au travail. Alors ça, c'est une autre partie de Péguy. Moi, je me suis contenté de son amour de la laïcité, son amour des professeurs, parce que dans sa vie, cet homme va rencontrer un monsieur qui s'appelle Naudy, et qui voit ce gosse, et il lui dit, il faut absolument qu'il fasse du latin et du grec. Et la vie de Péguy va être bouleversée par la venue. Et moi, à mon avis, ça a un écho, parce que dans ma vie, Éric Romer, qui était un professeur m'a sorti de ma situation de jeune homme de 14 ans qui était coiffeur, et c'est par des professeurs que je n'ai pas eu à l'école, mais que j'ai eu après, comme Éric Romer en illustration. En tout cas, et avant de me lancer un peu, il me dira que si c'est long ou pas, il faut bien surtout prendre une nuance, c'est que quand il parle de la pauvreté n'est absolument pas la misère. La misère aliène l'âme de l'homme. La pauvreté peut être un choix, je dirais pas esthétique, mais un véritable choix existentiel, métaphysique, spirituel. Et il a une adoration des professeurs. Donc il dit, on va faire le début, le milieu et la fin pour pas prendre trop de temps. Nos vieux maîtres n'étaient pas seulement des hommes de l'ancienne France. Ils nous enseignaient au fond la morale même et l'être de l'ancienne France. Je vais bien les étonner. Ils nous enseignaient la même chose que les curés. Et les curés nous enseignaient la même chose qu'eux. Toute leur contrariété métaphysique, mais n'était rien en comparaison de cette communauté profonde, qu'ils étaient de la même race, du même temps, de la même France, du même régime, de la même discipline. Ce que les curés disaient, au fond, les instituteurs le disaient aussi. Et ce que les instituteurs disaient, au fond, les curés le disaient aussi, parce que les uns et les autres, ensemble, ils disaient les uns et les autres, et avec nos parents. Et je vous poserai une question à Alain sur le concept de stupide. Hein. Les uns et les autres, et avec nos parents, et dès avant eux, nos parents, ils nous disaient, ils nous enseignaient cette stupide morale qui a fait la France, et qui aujourd'hui encore l'empêche de se défaire. Cette stupide morale à laquelle nous avons tant cru, à laquelle sots que nous sommes, et si peu scientifique malgré tous les démentis de faits, à laquelle nous nous raccrochons désespérément dans le secret de nos cœurs, cette stupide morale, cette pensée fixe de notre solitude, c'est de tous que nous la tenons. À tous les trois, ils nous enseignaient cette morale. Ils nous disaient qu'un homme qui travaille bien, qui a de la conduite, est toujours sûr de ne manquer de rien. Ce qu'il y a de plus fort, c'est qu'il le croyait. Et ce qu'il y a de plus fort, c'est que c'était vrai. Et alors là, ils développent les uns paternellement, les autres... Mais
En un mot, il finit et il dit, et même qu'il était en gros un homme qui n'avait pas grand vice, qui n'était ni alcoolique ni joueur, était toujours sûr de ne jamais manquer de rien. Et comme disait ma mère, qu'il aura toujours du pain pour ses vieux jours. Ils croyaient cela tous d'une croyance antique, enracinée, d'une créance indéracinée, que l'homme raisonnable et plein de conduite, que le laborieux était parfaitement assuré de ne jamais mourir de faim, et même qu'il était assuré de pouvoir toujours nourrir sa famille, qu'il trouverait toujours du travail, et qu'il gagnerait toujours sa vie. Car tout cet ancien monde était essentiellement le monde de gagner sa vie. Pour parler plus précisément, il croyait que l'homme qui se cantonne dans la pauvreté, là c'est tout le problème, c'est quoi la pauvreté, on en parlera après, et qui a même moyennement les vertus de la pauvreté. Moi je pense que c'est une pensée assez spirituelle, une ascèse pour pas être dans l'abondance ignoble du trop, de tout ce que les écolos nous racontent. Déjà il y a une intuition là-dessus, qui a même moyennement les vertus de la pauvreté, et il trouve une sécurité totale, ou pour parler plus profondément, il croyait que le pain quotidien est assuré par des moyens purement temporels, par le jeu même des balancements économiques à tout homme qui, ayant les vertus de la pauvreté, qu'on sent, comme d'ailleurs on le doit, se borner dans la pauvreté. Et là, il dit une chose très importante, ce qui d'ailleurs pour eux était en même temps, et en cela même non pas seulement le plus grand bonheur, mais le seul bonheur même que l'on peut imaginer. Bien se loger dans une petite maison de pauvreté. Ça, c'est un début. Après, allez-y. Alors, déjà, c'est un début, puis après, il va se lancer, on ne le dit pas parce qu'on n'a pas le temps, que l'horreur de la modernité, de la financiarisation, c'est que l'homme qui ne voulait absolument pas sortir de sa condition, qui voulait avoir une condition simple et modeste, qui n'est pas misérable, mais qui était simple, il n'était pas attaqué. Et que la modernité immonde, la financiarisation attaque. Et c'est la grande phrase que je répète inlassablement dans le spectacle. Et tant d'argent roulé pour le plaisir, et l'argent se refusait à ce point au travail, et tant d'argent roulé pour le luxe, et l'argent se refusait à ce point à la pauvreté. Voilà, tout le texte qui dure un quart d'heure, c'est pour avoir cette phrase-là. On est d'accord ? On est d'accord. Alors, beaucoup de choses quand même que je voudrais dire en écho à votre lecture et vos commentaires, Fabrice Lucchini. Alors d'abord, moi aussi je voudrais lire un très petit texte, si ça ne vous gêne pas. Plaisir. Parce que, en effet, j'ai été très sensible à ce passage de l'argent où Péguy raconte cette espèce de bifurcation inaugurale et miraculeuse. Naudy, monsieur Naudy, qui le reprêche, qui le prend par la peau du cou et qui lui permet d'entrer en 6e. Son Romère, si vous voulez. Naudy a été le Romère de Péguy. Et je voudrais vous lire juste quelques lignes. Le fils de bourgeoisie qui entre en 6e comme il a des bonnes, et du même mouvement, ne peut pas se représenter ce point de croisement que pouvait être pour moi d'entrer ou de ne pas entrer en 6e. Et ce point d'invention dit entrer. J'étais déjà perdu, j'avais déjà dérapé sur l'autre voie, j'étais perdu quand monsieur Naudy, avec cet entêtement de fondateur, avec cette sorte de rude brutalité qui faisait vraiment de lui un patron et un maître, réussit à me ressaisir et à me renvoyer en 6e. Après mon certificat d'études, on m'avait naturellement placé, je veux dire qu'on m'avait mis à l'école primaire supérieure, que d'école, mais il faut bien étudier, qui se nommait alors l'école professionnelle. Monsieur Naudy me rattrapa, si je puis dire, par la peau du cou, et avec une bourse municipale, me fit entrer en 6e à Pâques, dans l'excellente 6e de monsieur Guerrier. Il faut qu'il fasse du latin, avait-il dit, et ces derniers mots. Ce que fut pour moi cette entrée dans cette 6e à Pâques, l'étonnement, la nouveauté devant Rosa Rosae, l'ouverture de tout un monde, tout autre, de tout un nouveau monde. Voilà ce qu'il faudrait dire, mais voilà ce qui m'entraînerait dans des tendresses. Le grammairien qui, une fois la première, ouvrit la grammaire latine sur la déclinaison de Rosa Rosae, n'a jamais su sur quel parterre de fleurs il ouvrait l'âme de l'enfant. C'est prodigieux. C'est inouï. C'est inouï. C'est ce qui m'a fait bouleversant. Et voilà. Si j'ai le temps, vous allez me donner le passage, je le lirai. Je pense que ça serait bien. Oui. C'est prodigieux parce que c'est vous qui allez le commenter. Allez-y. Non, c'est prodigieux parce que voilà. C'est prodigieux. C'est un hymne de puissance sur l'école. C'est d'une nostalgie absolument déchirante, notamment aujourd'hui. Et puis cette idée justement que le latin n'est pas une langue morte, mais un monde. Et cette espèce d'avidité
qu'a ce fils de rempailleuse de chaises pour ce monde qui le dépayse. On parle toujours d'altérité, etc. Mais il y avait un dépaysement dans la culture qui était absolument extraordinaire et qu'on a oublié aujourd'hui en disant, mais non, il faut donner aux élèves ce qui les intéresse immédiatement, ce dont ils ont besoin. On ne veut pas les dépayser au moment même où on ne parle que d'altérité. Et d'ouverture. Voilà. Là, c'est extrait de quoi, là, celui-là? Ça, c'est extrait de l'argent. C'est extrait de l'argent aussi. Ah oui, sur Naudy. Sur Naudy. D'accord. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est-à-dire que l'argent et la misère, il en parle également dans un texte antérieur, le texte du Péguy socialiste, du texte donc de l'époque bien sous tous les rapports, de Jean Coste, où là, il dit « Nous sommes socialistes », parce que nous savons que tout affranchissement moral et mental est précaire s'il n'est pas accompagné d'un affranchissement économique. Il faut sortir les hommes de la misère, parce que l'homme dans la misère, eh bien, il n'est pas tout à fait un homme, et sa morale même s'altère. Oui. Donc ça, c'est le Péguy très aimé par Plenel. Voilà. Mais toujours est-il que cette espèce d'opposition de la pauvreté et de la misère, elle est déjà chez le Péguy socialiste. Quelle époque, là? C'est avant 1900? C'est 1902. Ah oui. Et il dit ceci: par la fraternité, nous sommes tenus d'arracher à la misère nos frères les hommes. C'est un devoir préalable. Au contraire, le devoir d'égalité est un devoir beaucoup moins pressant. Autant il est passionnant, inquiétant de savoir qu'il y a encore des hommes dans la misère, autant il m'est égal de savoir si hors de la misère, les hommes ont des morceaux plus ou moins grands de fortune. Je ne puis parvenir à me passionner pour la question célèbre de savoir qui reviendra dans la cité future, les bouteilles de champagne, les chevaux rares, les châteaux de la vallée de la Loire. Il faut simplement qu'aucun homme ne soit banni de la cité, il l'est dans la misère. Donc, ce qui est extraordinaire, moi je trouve, avec cette opposition que vous commentez très bien, c'est que Péguy évite de tomber dans le ressentiment. Il s'agit d'arracher les hommes à la misère, et après, s'il y a des inégalités, et même des inégalités de fortune, ça n'a aucune importance. Il y aura toujours des riches et des pauvres, il y aura peut-être toujours des pauvres parmi vous, disait saint Matthieu. Et la guerre des riches et des pauvres fait la plus grosse moitié de l'histoire grecque et de bien d'autres histoires. Et l'argent n'a jamais cessé d'effectuer ses crimes, et il n'a pas attendu l'avènement des temps modernes pour continuer ses crimes, mais il n'en reste pas moins, et c'est la merveilleuse phrase, on ne parle aujourd'hui que de l'égalité, et nous vivons dans la plus monstrueuse inégalité économique que l'on ait jamais vue dans l'histoire du monde. On vivait alors, on avait des enfants, ils n'avaient aucunement cette impression que nous avons d'être au bagne, ils n'avaient pas comme nous cette impression d'un étranglement économique, d'un collier de fer qui nous serre, qui nous tient à la gorge et qui se serre tous les jours d'un cran. De tout ce peuple, les meilleurs étaient peut-être encore ces bons citoyens qui étaient nos instituteurs. Il est vrai que c'était point pour nous des instituteurs, non, si peu ou à peine, non, c'était des maîtres d'école. Et ils étaient beaux, ces maîtres d'école, comme des hussards noirs. Eh oui, les hussards noirs, svelte. C'est extraordinaire, sanglé, tout ça. Et c'est extraordinaire parce que on a un homme, voilà, c'est très étonnant, quoi. Parce qu'il n'y a pas... Vous voyez pourquoi j'ai été bouleversé? Parce que le discours gauchiste que j'ai aimé, moi j'ai été trotskiste pendant une semaine et demie, et puis léniniste un mois et 3 semaines. Mais j'ai vendu rouge, j'ai vendu l'outre-ouvrière du temps de Daniel Ben Saïd. Je vivais avec face à la bourgeoisie qui maintient le joug sur les forces ouvrières et prolétariennes. Les étudiants marxistes se sont transformés en véritables « nous irons casser les cadences infernales, les garde-chiots immondes ». Ce qu'il y a de prodigieux, de miraculeux, c'est qu'on sait que ce système totalitaire, souvent merveilleusement, à part Guy Debord qui est sublime, mais système totalitaire de haine, de ressentiment, au lieu d'être une gauche absolument éblouissante, lumineuse, c'est souvent la haine. Dégage, dégage, enculé, dégage. Et là, ce qui est merveilleux, c'est la phrase « tant d'argent roulé pour le plaisir et l'argent se refusait ». Et vous voyez l'importance du style, car ce mot-là nous donne pour la première fois, même pour quelqu'un de réac, même pour quelqu'un qui n'est pas très sensible au malheur des autres, à la Guitry ou à la Flaubert, il y a une phrase qui nous bouleverse. Tant d'argent roulé pour le plaisir, et l'argent se refusait à ce point au travail. Et tant d'argent roulé pour le luxe, et l'argent se refuse. On voit l'argent qui se refuse. Il se refuse comme une femme qui se refuse. L'argent se refuse à ceux qui, tu vois, et l'abondance immonde de la bourgeoisie qu'il a. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, en même temps, je me demande s'il ne faut pas, à ce moment précis de notre discussion, faire un plaidoyer pour la société contemporaine. C'est risqué, mais tout de même, on dénonce quelquefois une extrême vulgarité,
quelquefois avec une grande éloquence, le système néolibéral sous lequel nous sommes censés vivre, avec justement une progression des inégalités. La marchandisation du corps et du réel. Tant d'argent pour le luxe et si peu pour le travail. Il n'empêche, quand on y réfléchit, nous vivons sous un régime qui n'a jamais été aussi social-démocrate. La dépense publique a été stabilisée à 50% du produit intérieur brut, ce qui est le record des pays de l'OCDE, et plus de la moitié de la richesse de notre pays est produite, qui est produite dans notre pays est prélevée et redistribuée, et les transferts sociaux constituent 35% des revenus des ménages modestes. Nous vivons à l'ère de la CMU, l'AME, du RSA, du RSI. Donc cette misère dont parle Péguy, d'une certaine manière, le monde contemporain a essayé justement d'en sortir. Il y a aujourd'hui des situations absolument tragiques, c'est vrai, mais je ne suis pas sûr que nous puissions transposer terme à terme la description que fait Péguy. Je suis sûr de l'extrême validité de son opposition entre la pauvreté et la misère, mais je ne suis pas sûr que notre monde plonge dans la misère toujours plus de gens. Je crois que c'est la seule validité, c'est le style. Là, on sait pas. On n'est pas sûr qu'il soit totalement. Est-ce qu'il n'a pas un peu réinventé aussi le passé? Est-ce que c'était si merveilleux du temps de Victor Hugo? Pas sûr. Pas sûr, oui, c'est vrai. Tu vois, il y a chez Péguy une chose étonnante, je le connais mal, mais c'est pas non plus, il n'a pas fait l'école du rire, et c'est pas non plus le spécialiste de la blague. Alors, l'école du rire, là, je vais... Non, je fais exprès pour provoquer. Non, mais justement, là, c'est très bien parce que j'ai donc vu votre spectacle, et dans la représentation, Lucchini, vous dites à un moment donné que une spectatrice, vous avez, peut-être avant que vous ne commenciez, avant que vous n'entriez en scène, vous a demandé, mais est-ce qu'on va se marrer? Et vous lui avez dit, ah non, mais franchement, et puis peut-être qu'il faut préserver des plages où on ne se marre pas dans ce monde. Oui, dans voilà. le monde, oui. Et puis c'est vrai, vous commencez, il y a du Zola, il y a du Pascal, votre exigence est très haute, vous ne cédez rien. Et en même temps, au cœur de votre spectacle, il y a un sketch de votre invention où vous racontez justement ce qui vous est arrivé en 2008, comment même vous est venue l'idée de réfléchir sur l'argent. C'est à hurler de rire, votre génie comique est à son sommet, mais j'ai presque envie de vous poser une question taquine. Aujourd'hui, justement, où il n'y a plus de classe cultivée, nous en parlions tout à l'heure, est-ce que l'humour, la blague, n'est pas le prix à payer pour l'accès aux grands textes? Ces textes sont exigeants, et donc il faut les alterner. Il faut les alterner. Regardez, même Pascal Bruckner qui était là a dit qu'est-ce que j'aime bien quand tu commentes, parce que les textes, d'accord, c'est puissant, mais on aime bien se détendre. Oui, hein, voilà. Il a même dit. Oui. Mais moi, je voudrais que vous me disiez la phrase merveilleuse. On va se divertir jusqu'à en crever. C'est quoi la phrase que vous citez souvent? Non, c'est le titre d'un livre de Neil Postman. C'est merveilleux. Un essayiste américain, Entertaining Ourselves to Death. Se distraire à en mourir. C'est merveilleux. Se distraire à en mourir. Elle a été republiée d'ailleurs il y a quelques années avec une préface de Michel Rocard. Alors, Michel Rocard qui a subi d'ailleurs la loi du divertissement, comme vous savez, chez Ardisson. Mais entendu, est-ce que avec Laurent Baffy, sucer, c'est là on a le droit. Sucer, c'est tromper, avaler la fumée. Il a dit ah non, etc. Oui. Et Laurent Baffy qui l'a pris sous son épaule progressiste et en lui disant viens, on va discuter. Ils ont quitté le plateau, ma couille. Et il s'agissait quand même d'un ancien Premier ministre. Et c'était un moment terrifiant, absolument terrifiant. Oui. Mais oui, c'est un peu à cela que nous sommes condamnés. D'ailleurs, Péguy l'avait prévu, parce que vous avez parlé de ce mot de stupide morale. Il y a chez Péguy presque une réhabilitation de la stupidité dans la mesure où il n'aime pas chez les intellectuels la tendance à faire le malin, à ne pas s'en laisser accroire. Et ça, il déteste. Et il cite Renan, disant que la caractéristique du monde moderne, c'est la pambéotie, la bêtise universelle, un peu comme Flaubert. Oui, Flaubert qui a découvert la bêtise, malgré tout. Il dit non. La caractéristique du monde moderne, c'est la panmuflerie. Un monde qui manipule tout et surtout qui fait blague de tout. Et qui ne se demande déjà si c'est bien amusant. Donc, alors, pour vous répondre, parce que cette condamnation au comique, pour vous répondre,
C'est très important, c'est une question qui est presque, sans grands mots, l'essence de mon petit travail, de mon geste, de ma passion. Moi, je suis un comédien, donc j'ai un petit sens organique de ce qui est possible comme capacité et ce qui, tout d'un coup, pourrait transformer en cours universitaire. Donc, n'étant pas un professeur, j'essaye, c'est essentiel d'être fidèle à la phrase de Molière et de Shakespeare. Nous ne sommes là que pour vous plaire. Et si il n'y a pas dans mon spectacle ce grand moment, en densité de temps, hein, je dis pas que c'est un grand moment, c'est pas Proust, hein, que j'ai écrit sur mon rapport à la banque et à la catastrophe de 2008, il n'y aurait pas malheureusement de public, parce que le public a besoin d'alterner. Ça fait 30 ans que je pratique cette petite science. Je sais très bien leur demander et exiger d'eux. C'est pas prétentieux de ma part parce que je suis le serviteur des grands écrivains par moment, avec beaucoup d'erreurs souvent. Je n'ai trouvé Rimbaud qu'au bout de 3 ans et tous les premiers c'était pas bon. Et je savais que... Mais je leur demande, et sinon ils ne viennent pas me voir, je n'ai pas besoin qu'ils viennent sans aucune méchanceté, elles dégagent, non. Mais j'ai besoin qu'ils sachent qu'il y a un effort à faire, comme face à n'importe quoi, mais qu'effectivement, cet effort est récompensé, modestement, comme est récompensé chez le génie. Pourquoi Truffaut adorait Guitry, ou adorait les grands écrivains, mieux encore plus que Guitry, c'est que ils nous divertissent, mais ils nous élèvent. Et des fois, le divertissement, ça nous abaisse. Ce qui est terrible dans le fascisme, j'emploie vraiment ce mot, cette tyrannie, c'est que même dans les spectacles comiques, on finit, moi je suis très client du drôle, mais je ne suis pas du tout, et les gens devraient savoir que Finkielkraut est quelqu'un qui adore se marrer. Et nous sommes, dans ce sens, Nietzschéens, nous sommes Nietzschéens à ce niveau-là, c'est que nous aimons le grand rire, on ne tue pas par la colère, mais on peut tuer par le rire. On aime ce rire, mais il y a quelque chose de très pénible, c'est cette espèce de sourire où on a un élastique parce que tout doit être drôle. Alors le bonheur pour moi, c'est de leur proposer un programme qui exige et qui par moment est récompensé, voilà, c'est tout simple. Mais je ne pourrais pas ne faire que 1h45 sans drôlerie, je ne pourrais pas. Très bien, cette explication est extrêmement Elle est longue, convaincante. mais elle était utile parce que c'est toute l'histoire de ma vie. Elle est très convaincante. Et là, je voudrais justement que nous passions à un auteur qui est exigeant et en même temps, je commence à avoir un tic bizarre, qui est exigeant sans exiger d'effort. Un auteur à cet égard miraculeux qui vous accompagne depuis le début de ces spectacles, depuis 40 ans, à savoir La Fontaine. Oui. La Fontaine, là, je veux dire, vous ne demandez pas aux gens de se transcender, c'est immédiatement charmeur et profond en même temps, et La Fontaine est présent. Il est présent avec La Poule aux auteurs et le Savetier et le Financier. Alors, les deux, ou un des deux, d'accord, peut-être La Poule aux auteurs. 2 mots sur La Fontaine. Ce que j'essaye aussi, c'est de leur faire prendre conscience du miracle. Parce que le miracle n'est pas immédiatement lisible. Il est ressenti par le public. Mais ils ne sauraient pas l'argumenter tous. Alors, l'avarice perd tout en voulant tout gagner. Je ne veux pour en témoigner que celui dont la poule... Alors, faut d'abord prendre son temps pour bien l'affirmer. Hein. L'avarice perd tout en voulant tout gagner. Faut laisser le public dire que, ah oui, les avares, ils perdent tout parce qu'ils veulent le rétracter, d'accord. Et l'autre nous dit, l'autre, le sublime La Fontaine, je ne veux pour en témoigner que celui dont la poule, à ce que dit la fable, pondait tous les jours un œuf d'or. Il crut que dans son corps, elle avait un trésor. Il la tua, l'ouvrit, et la trouva semblable à celle dont les œufs ne lui rapportaient rien, s'étant lui-même ôté le plus beau de son bien. Belle leçon pour les gens chiches. Pendant ces derniers temps, combien en a-t-on vu qui du soir au matin sont pauvres, devenus, pour vouloir trop tôt être riches. Ce qui est miraculeux, c'est cette phrase. Je ne veux pour le témoigner que celui dont la poule... D'abord, l'illumination, comme une illumination rimbaldienne. Je ne veux pour en témoigner que celui dans la poule. Vous voyez, il n'y a rien d'écrit, il n'y a pas de geste littéraire, il n'y a pas de grandiloquence. Je ne veux pour en témoigner que celui dont la poule, et le mot est merveilleux, à ce que dit la fable. Ça a l'air de rien, à ce que dit la fable. C'est le génie français, c'est le génie français. Je ne veux pour en témoigner, c'est au 17e ce qu'on est en train d'écouter. Je ne veux pour en témoigner que celui dont la poule, à ce que dit la fable, pondait
Vous savez, les génies comme Baudelaire, leur rhétorique est présente. On les adore, on est fou de Baudelaire, on est fou de Rimbaud, on est fou de Verlaine. Mais il y a quelque chose d'unique chez La Fontaine, c'est « Je ne veux, pour en témoigner, que celui dont la poule, à ce que dit la fable, pondait. » Vous avez vu ce qu'il y a dans « À ce que dit la fable ». C'est extraordinaire. Il veut témoigner de quelque chose qui est la poule, à ce que dit la fable. Hein, pondait tous les jours un œuf d'or. Il joue sur, il paraît qu'il y a une poule et il nous restitue notre dimension d'illumination enfantine, pas dans l'infantéisme muréien, mais l'enfance dans ce cas-là de génial. Hein, je ne veux pour en témoigner que celui dont la poule, à ce que dit la femme, pondait tous les jours un œuf d'or. Et ça y est, et ton travail d'acteur est réussi quand il voit qu'il sort du cul de la poule un œuf d'or, un lingot. Et en même temps, il y a une drôlerie extraordinaire, c'est de susciter dans une fable, le témoignage d'une fable. Oui, c'est extraordinaire, voilà. C'est extraordinairement drôle. Voilà, c'est ça, voilà. Cette élégance, cette légèreté, cette non-pesanteur, pour citer Simone Veil. Ce clin d'œil. Cette complicité pas agressive. Voilà, cette complicité. Cette liberté au milieu de la contrainte. Voilà. Et là, effectivement... le miracle. Oui, c'est le miracle, parce que c'est extraordinairement profond, intelligent, totalement subtil, écrit, pas écrit, et divertissant. Et puis écrit alors que c'est totalement écrit. Et totalement écrit. Et puis écrit. C'est divertissant et on n'a pas besoin du divertissement pour faire avaler la pilule. Voilà. Non, la profondeur se mêle à la forme. Voilà. Donc j'ai été très heureux aussi de retrouver La Fontaine et notamment cette fable-là. Mais avançons encore, Fabrice Lucchini, dans votre spectacle, parce que vous nous avez lu, et ça c'était un bis, alors je ne sais pas si ça figurera dans les représentations à venir, vous n'avez lu un passage assez extraordinaire du dernier livre de l'avant-dernier livre de Bruckner, pardon, La sagesse de l'argent. Une anecdote inouïe qu'il cite. Est-ce que vous pouvez... Oui, avec plaisir. Alors on va aller vite parce qu'elle est assez longue. Oui, c'est une femme. Je vais très vite. Il y a en 2014, Bruckner nous explique qu'une femme américaine écrit un cabinet de conseil. Bon, elle veut épouser un homme très riche, enfin un homme riche, elle veut un salaire à peu près de $500,000 par an. Voilà la lettre qu'on s'est procurée. Moi, je suis une belle femme, très bien élevée, je suis de la classe. Moi, je rajoute, elle n'est pas dépressive. Mais donc elle dit voilà, en gros, donnez-moi des conseils. Je veux un bonhomme qui gagne $500,000. Je me suis marié. J'ai été fiancé avec des mecs à 200,000, ça n'a jamais marché. Moi, je veux vivre dans des beaux quartiers. Donc, moi, je connais une nana dans mon cours de yoga. Eh ben, elle a épousé un bonhomme qui gagne 800,000 € par an. Elle est beaucoup moins belle que moi, beaucoup moins sexy. Qu'a-t-elle fait, enfin? Merde, expliquez-moi. Et il y a un banquier qui lui a répondu. Chère madame, j'ai lu votre courrier avec une grande attention. Et pour avoir longuement étudié votre demande, c'est avec grand soin que je me suis livré à une analyse économique de la situation. Premièrement, je vous fais pas perdre mon temps parce que moi, je gagne $500,000 par an. Un peu plus d'ailleurs. Laissez-moi résumer. Alors, vous mettez votre beauté physique, moi je mets l'argent. Malheureusement pour vous, ceci est une très mauvaise affaire. Il est certain que votre beauté va s'étioler et va un jour disparaître, alors qu'en même temps mes revenus et ma forme continueront probablement de croître. Ainsi, en termes économiques, j'adore cette phrase-là, vous êtes un passif qui subit une dépréciation. Et moi je suis un actif qui produit des dividendes. Vous subissez donc une dépréciation, mais comme celle-ci est progressive, votre valeur diminue de plus en plus. Soyons précis, mademoiselle. Aujourd'hui, vous avez 25 ans, vous êtes belle, d'accord, vous allez le rester pendant 5 ou 10 ans, mais chaque année un peu moins, et quand vous vous comparerez à une photo prise aujourd'hui, vous constaterez combien votre beauté s'est étiolée, combien vous avez vieilli. Ça nous fait penser à la phrase terrible de Guitry, les femmes ne sont pas belles ou laides, elles sont jeunes ou vieilles. Ça c'est monstrueux. Ça signifie que vous êtes aujourd'hui... C'est monstrueux, là le côté Guitry monstrueux. Ça signifie, mais j'aime bien dans ce politiquement correct qu'on ose dire, j'aime beaucoup les enfants, oui, surtout quand ils pleurent parce qu'on les enlève. Ah oui, on a envie d'entendre des choses comme ça. Ça, c'est très drôle. Ça signifie que vous êtes aujourd'hui dans la phase de croissance, dit le monsieur banquier. C'est donc le bon moment pour être vendu, mais surtout pas pour être acheté. En termes économiques, celui qui vous possède aujourd'hui a intérêt à vous avoir en trading position et non en buy and hold. Acheter et conserver. Et voilà, par conséquent, et pourtant c'est ce que vous offrez. Toujours en termes économiques, le mariage, qui est un buy and hold, avec vous n'est pas une bonne affaire à moyen et à long terme. En revanche, la location pourrait être en langage économique une affaire intéressante que nous pourrions discuter. Si vous affirmez vraiment la garantie bien élevée de la classe, j'ai envie de répondre, bon beau pieux, eh bien, je pourrais probablement être le locataire de ce produit. Cependant, je souhaite
faire ce qui est une pratique habituelle en affaires, un essai. Chère madame, recevez mes salutations les plus respectueuses. Ah, moi, je trouve c'est génial. C'est une anecdote géniale. Il y a tout le monde. Elle est merveilleuse parce que je ne crois pas du tout qu'elle atteste du triomphe de l'homo economicus. Tout, effectivement, peut être traduit dans le langage de l'argent, parce que j'ai le sentiment, moi, que ce banquier lui administre une terrible leçon. Il n'est pas sérieux, il est incroyablement sarcastique, il se moque d'elle. Il dit, ben voilà, si je vous prends au mot, tout se retourne contre vous. C'est presque moraliste. C'est drôle parce que précisément, il faut supposer qu'il est très intelligent. C'est pas un type qui répond au premier degré. Si c'est au premier degré, bon ben c'est abject. C'est abject, c'est un peu ridicule. Non, il est génial ce type. Il lui dit bon, j'ai lu votre lettre et j'espère que vous serez assez intelligente pour tirer la leçon qu'il faut de ce que je vous écris. Pardon. C'est un moment incroyable pour moi. C'est l'incroyable dépendance que nous avons nous comédiens dans le renvoi. Alors, il y a un côté pathologique, c'est l'hystérie narcissique, dis-moi que je suis bien, mais il y a un très bon côté dans notre structure psychologique, c'est que j'avais besoin d'être... Je n'avais pas vu ça non plus. Je n'avais pas vu ça non plus. Je n'avais pas vu ça non plus. Peut-être que je lui fais trop de crédit à ce banquier. Peu importe. Mais moi, ce qui est génial, c'est que vous l'avez vu. Ah, moi, je l'ai vu. Oui. Et donc, chacun est acteur de sa lecture. Oui, mais je trouve que c'est prodigieux. Le métier de comédien de théâtre a quelque chose de... Là, c'est le grand bon côté. Il nous renseigne. Nous ne savons pas. Nous tâtonnons. Nous disons des textes. Notre instinct nous entraîne à nous dire peut-être que ça, c'est intéressant d'agencer comme ça. Et quelqu'un nous dit... Il est génial ce banquier. Et ça nous fait penser à la phrase de Nietzsche sur Stendhal. Les philosophes doivent avoir les qualités des banquiers. Vous savez, maintenant on entend dégage, enculé de banquier. Et il y a un texte de Nietzsche sur Stendhal en disant un grand philosophe devrait avoir les vertus d'un banquier, une indifférence, enfin un tas de trucs comme ça. Donc c'est assez drôle d'entendre. Moi je suis pas pour les banquiers, je m'en tape. Dans mon spectacle, ils sont complètement ridiculisés. Oui, non, mais je ne sais pas si ma lecture est plus juste. Si, je pense qu'en même temps, elle est meilleure parce qu'elle rend le texte beaucoup plus intéressant. Beaucoup plus intéressant. Voilà, sinon, il est mécanique et il est binaire. Il est binaire. Voilà. Bravo. Bon, je ne sais pas, mais... Si, c'est merveilleux. Pour moi, ça me donne envie de continuer. J'avais un coup de mou. Je savais pas si j'avais envie de le reprendre. Comme c'est déjà pas mal plein au théâtre. Je veux pas faire de la pub, mais le théâtre de Paris, la Trinité, la rue des... mais je me dis, est-ce que je prends du plaisir dans cette affaire-là? Bon, je verrai. J'ai été très content d'être reçu par les déchargeurs. C'est intéressant parce qu'on peut construire les spectacles. Et puis je l'ai fait beaucoup rire les gens parce que j'arrête pas de dire vous avez fait une économie. Parce que vous avez payé 35 €. Pas vous, parce que vous êtes un privilégié, Alain. Mais les gens ont payé 35 €. Et je dis, vous vous rendez compte que pour la même lecture à la rentrée, ils vont payer 54. Sans effort, vous faites une économie. Les gens sont morts de rire avec cette idée. Aucune assurance vie, surtout en ce moment, ne vous donnera une qualité. Voilà. Allez-y, Alain. Alors oui, une dernière question, Fabrice Lucchini. Vous avez choisi un texte de Ferenczi, un psychanalyste. Et le psychanalyste qui nous parle d'argent... coprophilie. Le stade anal, et qui transforme l'avarice des uns et... ça, c'est mon interprétation. Lui, il se contente de dire l'argent et des excréments désodorisés. Voilà. C'est toujours... Oui, c'est ça. Mais donc... Et moi, je raconte l'analité de Freud pour les nuls. C'est-à-dire, en gros, l'avare n'est pas moins bien que l'autre, il est simplement rétracté. Et là, j'invente, c'est du délire, parce que la maman applaudit quand il fait un petit caca. Voilà. Mais là, ça, c'est très important. Alors, c'est très payant. C'est très payant. Et ça vous a dégoûté, hein. On se dit que c'est peut-être un peu réducteur parce que ce moment inouï du désintéressement où autrui devient plus important que vous, le virement du pour soi en pour autrui, comme dirait Lévinas, c'est que ça relève du miracle et certainement pas de certaines caractéristiques infantiles ou régressive qu'aurait découvert. Vous rappelez-vous à là ce que vous avez dit. Vous avez dit ce que je n'aime pas dans la psychanalyse, c'est qu'elle a imposé le soupçon. Il n'y a plus un seul acte désintéressé, il n'y a plus un seul acte héroïque. Il y a une économie de moi. Mais en même temps, vous adorez les moralistes du 18e et du 17e, qui n'ont fait que précéder Freud sur, bah oui, c'est ça, la philosophie de Freud. Il n'y a pas un acte. Alors, il y a de l'amour, tout est possible, mais il n'y a pas un acte qui est désintéressé. Voilà. C'est ça qui est prodigieux. Alors, évidemment, la psychanalyse nous enseigne
enseigne, faut pas la prendre comme une science, faut la prendre comme une hypothèse thérapeutique, mais elle nous enseigne en gros que notre rapport à l'argent est lié à des manipulations coprofiles. C'est un peu tiré par les cheveux parce que moi, au bout de 35 ans, j'ai beau essayer de me souvenir, j'ai pas eu l'impression d'avoir mis ma main dans le caca, mais bon, allez-y. Ah non, mais peut-être que la psychanalyse nous dit des choses importantes, mais je ne dirais pas qu'elle nous dise le dernier mot, et je terminerai en citant Lévinas, qui parle de la rencontre du visage, et c'est sous l'effet du visage que justement le pour soi vire en pour autrui, et il dit que la façon dont l'autre se présente à moi ne consiste pas à figurer comme thème sous mon regard, le visage est nu, il s'absout de sa forme, il transcende sa propre manifestation, mais c'est une nudité aussi au sens de dénuement. Il y a dans le visage une pauvreté essentielle, à laquelle, quelquefois, malgré nous, nous sommes sensibles, d'où cette phrase incroyable de Lévinas, « Nul n'est bon volontairement ». Ça nous arrive sous l'effet de cette rencontre, et c'est peut-être aussi une autre façon d'envisager la pauvreté du visage qu'on rencontre, cette fragilité-là, quel que soit d'ailleurs le visage. L'homme n'a pas forcément besoin d'être pauvre, mais il y a une fragilité essentielle, et tout cela, la psychanalyse ne nous le dit pas. Et le questionnement de Primo Levi, pourquoi il me regardait et il m'a envoyé quand même dans les camps. Voilà. Et on est d'accord. Voilà. Ça, c'est un de vos livres. Voilà, ça c'est le questionnement, le questionnement hallucinant. Mais pourquoi vous opposez la psychanalyse à ça? Pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'elle ait le dernier mot. Mais non. Oui, nous sommes d'accord. Bon, très bien. Elle n'aura pas le dernier mot. Tant mieux. Tant mieux. Je voudrais donc préciser à nos auditeurs, Fabrice Lucchini, que votre spectacle sur l'argent, vous le reprenez à partir du 15 septembre. À 20h le lundi, le mardi et le mercredi à 18h30, dans un beau théâtre qui est pour le moment petit, mais qui fait quand même 300 places. Et si je m'amuse, et si les gens ont envie de continuer, j'irai peut-être dans un autre théâtre. Pour le moment, j'ouvre là. Salle Réjane, Théâtre de Paris. Voilà. Très bien.